Retrouvez un nouvel épisode de FinScale dans quelques jours. Solène Niederkorn et ses invités vous dévoileront les initiatives qui transforment le monde de la finance. Bonne écoute à toutes et à tous. Enfin, moi, ce qui me manquait, c'était un rapprochement entre les décisions prises et leur déroulement concret. Et aussi un alignement de mes envies personnelles avec mes envies professionnelles, plus dans un sentiment de collaboration, de mutualisation, de bienveillance, même si ça peut être galvaudé, mais voilà, de rigueur, que je ne retrouvais plus dans un grand groupe où, en fait, à un moment, il y a aussi chacun qui fait un peu cavalier seul, parce qu'il n'y a pas tant de postes que ça. Non, mais j'ai vécu un peu ce même move, mais je trouve Voilà. c'est vraiment assez culotté. Pourquoi est-ce que tu as jeté ton dévolu sur Namer ? Comment s'est fait cette rencontre ? J'ai tout simplement un coup de cœur et je pense qu'en fait, dans la vie, il faut s'écouter. Tu me parlais de conseils tout à l'heure. En fait, il faut s'écouter. Et les opportunités, il y en a des milliers. Donc, si on cherche la meilleure, on peut y passer des années. Et en fait, je travaillais chez Vinci Construction avec Namer en tant que cliente de l'entreprise. Elle était clairement pas très bien gérée, mais avec une vision géniale qui correspondait à ce que je pense, c'est-à-dire que le cerveau humain, même si on va parler d'intelligence artificielle, ça reste le cerveau humain, est capable, par des calculs, par de la simulation, de trouver les meilleures solutions pour les grandes problématiques. Et Namer, c'était ça, appliqué au bâtiment, c'est-à-dire en fait tout ce que je connais, mais vers la transition écologique, et se dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a un constat très clair. En 2050, 80% des bâtiments dans lesquels nous vivrons en 2050 sont construits aujourd'hui. 80%. On va juste construire en 25 ans 20% de neuf, d'accord ? Et en fait, il se trouve que plus de la moitié d'entre eux ne sont pas viables dans le climat de 2050. Donc aujourd'hui, la question non pas de faire du neuf, ce qui a été en fait toute ma vie, mais la question de la rénovation, elle est ultra importante, et la question du ciblage, et la question de prendre l'ensemble des éléments de la transition écologique, et pas seulement le carbone, on pourra en parler, est très important. Et la data, qui permet d'être interopérable, qui permet de mesurer les choses. Bon, je suis une bonne ingénieure, donc forcément, je trouve ça formidable. Permet de cibler, permet de trouver la meilleure solution dans un univers multi-contraint. Et donc, moi, je trouvais ça passionnant. En plus, j'avais envie de... Je trouvais que dans la construction, on ne prenait pas nécessairement le virage de l'innovation, même si c'était en fait mon poste, entre autres. On n'allait pas assez vite, et d'aller vers de l'IA. C'était bien avant l'IA générative et le buzz dessus, mais c'était déjà très prégnant dans l'idée de l'optimisation opérationnelle, etc. J'avais envie d'y aller à fond. Ouais. Et donc, voilà. Et donc, oui, mais ça s'est pas fait comme ça. Donc, une fois que tu quittes le groupe et que tu arrives comme CEO, enfin, moi, je l'ai vécu, il faut un peu shifter et reformater son disque dur, on va dire. Dans quel état d'esprit, si tu pouvais juste finir sur ça, tu t'es retrouvé, et parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont peut-être confrontées à ces changements de carrière, et je trouve ça intéressant d'avoir ton son de cloche, parce qu'on te sent vraiment bien dans des pompes et hyper aligné. Comment tu as un petit peu revu ta feuille de route personnelle, et si tu avais des conseils à donner au regard de ce passage, un petit peu, cette transformation? Je dirais qu'il ne faut pas tout changer quand on arrive, parce qu'en effet, c'est des univers différents. Ne serait-ce que travailler en mode agile, bon, c'est un peu, voilà, c'est des choses très différentes, des façons de travailler différentes. Et puis, on est seul. Là, pour le coup, il faut à la fois faire les courses Carrefour pour acheter les grains de café et à la fois faire tourner l'entreprise, et surtout ramener de l'argent. Ouais. Et en fait, assez vite, moi, j'ai trouvé que j'avais pas le temps de me poser des questions, de savoir si ma décision était bonne ou pas, si j'avais le bon comportement, parce qu'assez vite, en fait, c'est une start-up, elle n'avait pas d'argent, il fallait aller en chercher, et assez vite, et de toute façon, à pleine balle, dedans. Donc, moi, j'ai toujours eu un petit problématique de syndrome de l'imposteur. Il est parti, mais en 1 heure là-bas, tellement il fallait tout de suite être au charbon. Exactement. Ouais. Et donc, en fait, après coup, c'est vrai que quand tu es CEO d'une petite boîte, je trouve que tu apprends plus que quand tu es dans un COMEX d'une grosse boîte. Mais par contre, tu es seul à certains moments, et tu es... et moi, j'ai connu les insomnies. J'ai toujours très bien dormi dans ma vie. Et depuis que je suis CEO, j'ai rencontré l'insomnie. Et donc, il faut le savoir aussi que, par contre, j'ai une super équipe et je suis super bien entourée. Et maintenant que ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, je pense que je me sens plus du tout seule. Mais au début, je me sentais très seule. Et
Et donc, il faut aussi avoir les reins solides et peut-être son partenaire aussi qu'il ait les reins solides parce que globalement, tu arrives avec ton stress à la maison quand même, il faut le dire. Donc voilà, mais c'est une aventure géniale. Et puis, quand j'y suis allée et que je me suis dit, si je réussis pas à lever des fonds, en fait, on va être en faillite assez vite. Donc mes amis me disaient, waouh, comment t'as pris cette décision ? Genre, tu vas aller mettre une boîte, tu vas rentrer dans une boîte, elle va aller en faillite 6 mois après, c'est quand même... Et après, je réfléchissais, mais en fait, je sais pas faire une liquidation, je sais pas tout ça. Et je veux pas savoir. Non, d'ailleurs, je croise les doigts pour ne pas savoir, on est toujours d'accord. Mais en fait, qu'est-ce que j'aurais perdu ? En fait, rien. Puis après, c'est vrai qu'en France, on met pas en valeur les échecs, mais en vrai, qu'est-ce que je craignais ? Je pourrais toujours retourner dans le BTP si vraiment, je leur dirais, voilà, maintenant je sais faire ça, ci et ça dans une boîte. En fait, je perdais pas grand-chose. Ouais. Et c'est vraiment ça qu'il faut se dire. C'est, si tu es en échec, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as perdu ? Et c'est ça, moi, qui m'a permis d'être plus simple en sautant le pas. Qu'est-ce que j'ai gagné aussi ? Ah, mais bien sûr que tu vas gagner des milliers de choses. Ouais. Mais c'est plus, si la situation... la pire arrive, en fait, oui, tu auras gagné plein de trucs. Ouais. Et qu'est-ce qui peut t'arriver de pire ? La faillite de ta boîte, par exemple. Ouais. T'es arrivé, il n'y avait plus beaucoup de sous, t'as pas réussi. Bon, en fait, et en fait, c'est vraiment ça. Si tu ne vois aucun danger à rater, tu vas de toute façon, si tu rates, apprendre des milliers de trucs, et si tu réussis, en apprendre d'autres, et aussi des milliers. Donc, il n'y a pas de risque. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.